Je peux commencer? Bah, écoutez, hop. Je suis passé là. Merci beaucoup. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci de l'invitation et surtout Billy qui est celui qui m'a invité. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais essayer de vous parler du lien, ou du moins du lien qu'on essaye de faire entre certains éléments d'intelligence artificielle pour le traitement automatisé des données, l'imagerie médicale, la réalité virtuelle à travers un logiciel qu'on a développé et les problématiques de planification chirurgicale. Donc, je m'appelle Jean-Baptiste Masson et je dirige le laboratoire Decision and Bayesian Computation de l'Institut Pasteur. Pour vous faire une micro-introduction, on est donc 3 permanents, 2 physiciens théoriciens et un ingénieur software. On a 2 postdocs qui sont des physiciens et 4 PhD qui sont un mélange de mathématiciens, de physiciens et d'ingénieurs, et 2 qui viennent de soutenir. Et typiquement, nos 2 sujets de recherche, c'est un sur en quoi l'incarnation physique influence le calcul neuronal. Donc on fait ça surtout sur des larves de drosophiles, donc c'est quand même un peu loin du sujet. Et on a, au gré d'un projet précédent, commencé à développer un petit axe sur l'analyse et la modélisation d'images médicales. Sinon, on est aussi des membres de l'Institut Prairie. Et un des projets le projet dont je vais vous parler, il a aussi abouti à l'ouverture d'une petite start-up qui s'appelle Avatar Médical, qui fait justement de la planification. Mais en pratique, je vous en parlerai pas tellement, c'est plutôt du fond dont je vais vous parler. Alors, juste pour vous donner je vous montre quand même une image ou quelque chose qui est fait par Avatar, juste dans un cadre, mais je vais y revenir un tout petit peu plus tard. Donc là, ce que vous voyez, c'est un fœtus imagé par IRM et représenté au centre justement par notre système. Dans ce cas précis, je suis tout à fait convaincu que vous trouvez que ce fœtus est magnifique dans la mesure où c'est ma 2e fille. Et voilà. Donc l'idée, c'est que je quand même pour vous dire que c'est Avatar. Voilà. Avatar vient de ouvert il y a 2 ans et donc maintenant il commence à avancer relativement bien. Et en priant un petit peu, on aura peut-être la FDA bientôt. Et j'en profite pour rendre hommage aux collègues avec qui j'avais commencé ce projet, mais qui, hélas, est mort peu de temps après son début. Alors, l'idée générale, c'est de dire qu'en utilisant d'un côté l'intelligence artificielle ou le machine learning sur des images médicales, de la représentation immersive et volumique, qui va être un des points importants, et tout particulièrement de la connaissance, il y a un espoir qu'on puisse améliorer la planification chirurgicale, mais l'idée aussi que c'est la combinaison des 3 qui va être importante et pas chacune des composantes indépendamment de l'une des unes des autres. Alors, pour faire rapidement, la planification chirurgicale se développe sur certains de ces axes, en tout cas, sous la forme de divers logiciels qui servent à la fois à intégrer les imageries, divers examens qui ont été faits précédemment dans la perspective de soit guider le choix du chirurgien, soit aider le chirurgien à trouver au mieux la manière de prendre des décisions. Ça peut aussi passer par l'impression 3D ou par différentes techniques qui se développent dans différents cadres. Et la partie de traitement mathématique se résume souvent à de la segmentation, c'est-à-dire de la délimitation d'organes ou de tumeurs ou du moins d'objets d'intérêt qui sont sortis du fond de l'image, avec la difficulté d'estimer quelles sont les réelles incertitudes sur celles-ci, c'est-à-dire à quel point le traitement est incertain en fonction de la position, de la géométrie, de la qualité des images. Et un autre point qui peut être important, c'est que la manière dont on entraîne les algorithmes de machine learning et dont on vérifie leur qualité n'est pas exactement la même dont on ferait le score des erreurs qu'elles sont faites d'un point de vue des conséquences médicales. Finalement, une petite structure dans un coin qui aurait une erreur coûtera très peu cher d'un point de vue optimisation, mais pourrait être beaucoup plus importante d'un point de vue médical. Et donc la question revient à dire, si on a quand même tous ces outils qui sont précis et quantitatifs d'un côté, comment on peut réussir à les intégrer dans un processus de décision tout en évitant l'accumulé d'erreurs? C'est-à-dire que la segmentation s'est trompée, je prends une décision à partir de la segmentation qui aura d'autres conséquences, etc., etc. Donc, une des idées, c'est d'utiliser une meilleure représentation de l'image. Donc, une idée qui est là depuis toujours, c'est l'idée que ce serait quand même bien d'avoir les images en 3 dimensions pour essayer de compenser le fait que tout le monde n'a pas la formation d'un radiologue. Une des façons qui s'est beaucoup développée et qui continue de le faire, c'est de dire, justement, j'analyse et je segmente mes données, j'extrais les formes et les objets d'intérêt, et après, je les représente en 3D. Le souci de ça, c'est que dans ces cas-là, la représentation médicale va être aussi bonne que la pire des erreurs qu'a fait un des algorithmes sur une des structures. Puisque finalement, s'il s'est trompé quelque part, s'il manque une structure ou s'il y a quelque chose, la représentation elle-même étant influencée par le traitement précédent, c'est l'erreur du traitement précédent qui influencera la représentation ensuite. Donc l'idée, idéalement, ce qu'il faudrait faire, c'est pouvoir utiliser et représenter les images brutes et interagir avec elles en 3 dimensions. Alors, le problème, c'est que c'est compliqué de faire la représentation volumétrique, c'est beaucoup plus coûteux. Et on revient avec un second souci qui est naviguer sur un objet qui est en 3 dimensions sur un écran en 2 dimensions, c'est non trivial aussi. Bêtement, comme on fait pour tourner au hauteur d'un objet si on est en 2D.
Moralité, c'était une des bases qu'on s'était posées sur un projet qui avait absolument rien à voir à l'origine, puisqu'on faisait plutôt de la cartographie cellulaire à partir de marches aléatoires de protéines, et qu'on se retrouvait avec un souci de comment visualiser et voir le rapport entre des structures intracellulaires imagées en microscopie électronique et les champs d'interaction qu'on mesurait à partir des mouvements des protéines. Donc, on a fini par développer ça. Donc, premier élément, c'était est-ce qu'on peut prendre les images brutes et les rendre beaucoup plus interprétables juste par du traitement qui soit non destructible, dans le sens que l'ensemble de toutes les informations dans l'image sont toujours là. Donc, la question, c'était de faire du raycasting. Donc, ça existe depuis vraiment très longtemps, enfin, peut-être pas très longtemps. À partir du moment où il y a eu des cartes graphiques ou des jeux vidéo, le raycasting a plus ou moins été utilisé. Donc, c'était l'idée de propager de la lumière à l'intérieur de l'échantillon et d'utiliser la lumière accumulée pour représenter quelque chose. Vous voyez ici à l'écran 3 exemples. Ça, c'est un cerveau, je vais pas dire de bêtises, j'ai envie de dire de souris, mais ça, à tous les coups, ça va être un rat. Un cerveau de souris imagé par microscopie confocale. Ça, c'est des cellules de drosophiles. Et ça, c'est de la microscopie électronique de cellules. Et dans les trois cas, vous voyez l'image brute à un endroit et l'image représentée par le système DIVA dans un autre. Donc, l'idée, c'est qu'on pouvait, en transformant ce qu'on appelle des fonctions de transfert, c'est-à-dire en réalité l'apparence, la couleur, la transparence et le contraste des pixels, rendre une image beaucoup plus interprétable et beaucoup plus visible, tout en n'ayant rien retiré de cette image. Toute l'opération qui sert à faire ça est réversible, donc il n'y a rien qui a été a priori traité dans l'image. L'extension ensuite s'est faite sur les images médicales un peu de la même manière. Donc là, c'est des images médicales entre guillemets simples, du visage, du cœur, des poumons avec du Covid, parce que pourquoi pas. Et le principe est le même. A priori, il y avait c'est faisable. Le second souci, à l'époque, c'était de se dire, très bien, mais on est toujours en 2D, quoi. C'est-à-dire qu'on peut essayer de couper au fur et à mesure, mais si on va se résumer nos mouvements aux axes d'imagerie. C'est-à-dire finalement, ça a été imagé sur un certain axe sera de meilleure résolution qu'un autre, et on ne pourra pas naviguer à l'intérieur. Et au moment où on a commencé à travailler sur ce sujet avec notre thésard commun, Mohamed El Beiri, c'était le moment où, pour la énième fois, la réalité virtuelle faisait du retour. Donc, c'est vraiment pas nouveau, la réalité virtuelle. Simplement, ça se crache à chaque fois pour plein de raisons technologiques. Ça avait été gardé dans certaines industries, principalement l'aéronautique et les voitures, qui faisaient encore un petit peu d'utilisation, mais chaque système coûtait très cher. À cette époque-là, commence à ressortir des casques qui sont pas chers du tout. Donc, je vous ai fait une sorte de catalogue. Enfin, c'est le catalogue un peu vieux, mais vous avez les prix aussi. Je fais de la pub. Et donc, on peut pas techniquement voir la marque. Et bon. Et l'idée était de dire, donc d'un coup, des casques performants, des ordinateurs performants faisaient qu'on pouvait s'immerger à l'intérieur des données et l'utiliser de manière relativement simple. D'un coup, ça réouvrait une possibilité. La difficulté, par contre, c'était comment optimiser du code de sorte à ce que ça tourne en temps réel. Donc là, vous voyez une démonstration sur le même cerveau que je vous ai montré. Vous voyez quelqu'un en train d'agir. Alors évidemment, la limitation de ce genre de présentation, c'est quand il n'y a pas un casque, c'est que vous le voyez sur un écran en 2D. L'impression de réalité physique de l'objet et la faculté à interagir sont quand même très difficilement transmissibles si on n'a pas un casque sur le crâne. Mais on voit l'intérêt ici aussi, c'est-à-dire finalement la faculté à interagir avec, à couper les données dans toutes les directions. Donc vous voyez par exemple, alors que l'imagerie elle-même est anisotropique et où il y a une meilleure résolution sur un axe ou sur un autre, ça apparaît pas de façon évidente dans cette image-là, puisqu'à tout moment en fait on réémet de la lumière dans toutes les directions. Donc il y a une sorte d'homogénéisation de la qualité de l'image, même si la vraie image ne l'est pas. Et on peut interagir de manière simple à l'intérieur et aller chercher entre guillemets ce qu'on veut. Donc là, ce que vous voyez, c'est un clipping plane, c'est-à-dire qu'à mesure que la manette avance à l'intérieur, on retire ce qui est coupé avec la manette pour voir un objet à l'intérieur. Donc l'idée, c'est que c'était faisable et avec un peu de développement logiciel, on pouvait même rendre ça suffisamment rapide pour pas que les gens soient malades en réalité virtuelle, c'est-à-dire au moins que ça marche à 60 Hz, c'est-à-dire 60 fois. En pratique, dans ce cas-là, ça marche à peu près à 100 Hz. Toute l'image est régénérée et retravaillée à l'intérieur. Pareil, c'était faisable avec un peu d'algorithmique, mais pas non plus quelque chose d'invraisemblable, et parce que les nouveaux ordinateurs, même de base, ont quand même des très bonnes cartes GPU, donc d'un coup, le calcul était faisable. Donc, avec cette base-là, on avait quand même l'idée que, bon, d'accord, on pouvait non seulement représenter à peu près n'importe quel type de données, interagir à l'intérieur du volume de réalité virtuelle. On a même étendu ça, bon, je m'étale pas sur ça aujourd'hui parce que c'est pas l'objet, à d'autres types de données. Donc ça, par exemple, vous pouvez avoir des données tabulaires, juste des points. Dans ce cas précis, c'est des marches aléatoires à l'intérieur de cellules, parce que c'est ce qui m'intéresse aussi. Et faire le même genre de système, c'est-à-dire visualiser, interagir, fusionner des images, etc. Donc c'était un bon début. Et au tout début, c'était vraiment que de la microscopie. Puis en fait, on collaborait avec l'Institut Curie. Et les chirurgiens du sein de l'Institut Curie étaient quand même venus en disant, on peut peut-être essayer de regarder nos machins dans vos trucs. Donc ce que vous voyez, c'est un de nos machins. Sur la gauche, vous voyez un IRM du sein avec une tumeur quand même particulièrement gigantesque. Hein, c'est pas un cas particulièrement difficile. Et là, vous voyez sur la droite ce que ça donne. Donc là, pareil, c'est pas segmenté. Donc ce que vous voyez, c'est exactement la même image.
juste un certain travail sur les filtres qui peut maintenant être fait automatiquement. Et on peut voir le système en 3D, aller se balader, des affaires de ganglions sous le... Comment ça s'appelle? Merci beaucoup. Ça va éviter que j'ai une connerie. La vascularisation, etc., etc. Donc, il y avait cette idée-là. Et l'idée étant aussi que le chirurgien peut changer en temps réel le type de filtre pour voir une structure qui l'intéresse plus par rapport à une autre. Voire fusionner un T1 avec un T2, parce que l'idée, c'est que comme ça a été pensé à l'origine pour de la microscopie, on se contente d'ajouter des channels et vous échangez les couleurs pour voir les choses les unes sur les autres. Et l'autre idée était qu'il ne fallait pas que ça prenne non plus des plombes ou que ce soit dépendant du traitement. Donc, ce que vous voyez là, évidemment, c'est une vidéo qui a été capturée dans le casque. Mais le système tourne en temps réel. Il n'y a pas de temps. Vous prenez le DICOM sur votre PAX et vous le mettez à l'intérieur et c'est la reconstitution est automatique. Donc, c'est d'ailleurs grâce à Fabien à ce moment-là qu'on se dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire en médical. Mais on arrive après à une frontière qui est amusante. C'est-à-dire qu'on peut faire de la représentation, donc c'est gentillet. Mais l'idée après, ça va être oui, mais le problème, c'est que si on veut faire certains types de traitements ou de la quantification, on revient à la question du traitement automatisé de données. Donc là, je vais vous prendre un exemple de traitement par machine learning. Donc ça, pour l'instant, c'est le state of the art. Donc c'est un truc qui a été sorti récemment par NVIDIA, donc la boîte qui fabrique les cartes graphiques. Ah, ouais, ça tourne tout seul là. Ce que vous voyez, c'est différents types de segmentation, donc entièrement automatisés. Sur la gauche, vous voyez de la notation faite par des médecins, et sur la droite, vous voyez différents algorithmes. Vous pouvez focaliser votre attention sur la deuxième colonne, enfin la troisième colonne qui est là. Et alors, à la fois, la performance est relativement extraordinaire parce que cette version de l'algorithme bat l'ensemble des autres par une marge qui n'est pas du tout négligeable. Cependant, on en revient toujours aux mêmes questions. Il manque un bout de veine ici, la forme n'est pas bonne là, donc on en revient toujours à la même chose. Soyons clairs, hein, comparé à ce qu'il y a là, par exemple, comment ça s'appelle? J'ai oublié l'expression française. Bon, c'est incroyablement mieux. Et donc, le souci, c'est le suivant. C'est infiniment utile. Il y a des mesures et tout, mais les décisions chirurgicales ou un certain mesure ne peuvent pas être prises directement à partir de ça. Pour aller un peu plus loin, on s'était même amusé. Donc, on travaille pas mal sur le cerveau fœtal parce qu'on a découvert le sujet par hasard. Donc, on imaginait qu'on essaie dans les choux, mais je ne connaissais pas grand-chose au cerveau des fœtus, quoi. Et là, ce que vous voyez, c'est une base de données qui sert à une compétition justement pour la segmentation de cerveau fœtal à partir d'IRM. Et ça, ce que vous voyez, c'est la grande trousse. Donc, c'est ce qu'ont annoté les médecins. Alors, non qu'ils aient fait des bêtises par plaisir, mais donc, comme vous l'imaginez bien, l'imagerie IRM du fœtus, c'est quand même pas la joie. Donc, les images sont même particulièrement dégradées. Et l'idée, c'est qu'on se rendait compte juste en fusionnant et nous en regardant en 3D qu'en fait, la notation elle-même était relativement fausse. Ce qui expliquait aussi pourquoi on trouvait que les algorithmes ne convergeaient pas au-delà d'une certaine mesure. Donc, on en revient à une question, c'est même l'humain va faire des erreurs, ne serait-ce que parce que dans ce cas précis, l'imagerie sur un axe est de très bonne qualité. Et on voit très bien que les erreurs qui sont commises, c'est parce que les personnes ont annoté principalement en axial. C'était le seul axe où c'était joli. Et dans les autres axes, ne réussissaient pas à voir. Donc, finalement, ils faisaient des micro-erreurs en XY qui se retraduisent par des trous partout en Z. Là, je vous montre la même version en fusionnant directement à l'intérieur les données. Donc, c'est encore un autre type d'algorithme qui fait de la segmentation très bien. Donc, ça, c'est NNUNet qui vraiment est utilisé par beaucoup de gens dans beaucoup de compétitions parce que ça converge très bien. Et vous pouvez voir, probablement bien mieux que moi, qu'il y a des trous, il y a des choses qui manquent dans le foie, il y a différentes, comment ça s'appelle, boundaries qui sont pas très bonnes. Là, il y a un désavantage, je suis en train de vous intuiter vers l'idée de ce qu'on a derrière. C'est-à-dire que le fait que vous puissiez rentrer de manière volumétrique, que vous fusionnez une segmentation faite de manière automatique avec votre image brute vue à l'intérieur, vous pouvez même aller vérifier le long des structures d'intérêt que vous avez, si oui ou non, la segmentation a été bien faite. Vous voyez qu'il y avait un trou là, juste là. Je pointe avec mon doigt, ça va vachement aider les gens sur Internet. Et comment ça s'appelle, de voir ça à l'intérieur. Donc, a commencé à germer cette espèce d'idée-là. C'est-à-dire qu'évidemment qu'on va faire du traitement automatisé, que les gens ne vont pas annoter toutes les choses à la main, mais il va falloir faire tout un cycle de vérification des algorithmes eux-mêmes, et de préférence même essayer de faire leur design de manière un petit peu mieux, mais aussi vérifier à l'intérieur, pouvoir corriger pour à la fin avoir un modèle dans lequel les différentes parties médicales qui vont devoir intervenir dessus sont d'accord avant de passer à l'attaque. Donc, on a commencé à développer des processus. Donc là, je vous en montre un. Donc, à l'origine, celui-là, c'est vraiment la version dans laquelle il n'y a pas d'algorithme à l'origine. Je ne vais pas vous le faire tout en détail. Hein. C'est plutôt le principe que je vous donne, ne vous inquiétez pas. Et parce que c'est chiant. Hein. Le principe revient à dire, puisqu'on voit relativement bien en réalité virtuelle et surtout qu'on a la faculté de changer les filtres de sorte à rendre des structures d'intérêt plus visibles, on peut annoter certaines structures en réalité virtuelle directement. Donc, on annote une structure d'intérêt ou toute une partie d'une structure d'intérêt. On, rapidement et en bénéficiant du fait que d'un point de vue volumétrique, on peut se balader dans l'échantillon entier, on annote ce qui ne nous intéresse pas rapidement et on commence à entraîner des petits algorithmes pour faire ce qu'on appelle du one-shot, c'est-à-dire pas de base de données, on annote un petit peu, on fait et on essaie d'obtenir rapidement quelque chose. Donc, voilà, typiquement, ça peut ressembler à quelque chose comme ça. Donc là, l'idée, c'est que vous n'avez pas de base de données. Vous avez une petite tumeur sur le poumon. Rapidement, vous faites des espèces de gestes qui sont faciles à faire en réalité virtuelle en mettant un peu sur la tumeur et en annotant tout le reste. Vous faites un premier entraînement.
qui va donner un résultat qui est potable mais pas parfait. Vous voyez qu'il y a des zones rouges un peu partout ailleurs, tout ça, des structures qui peuvent être d'intérêt. Vous faites un petit update, j'espère que ça se voit bien parce que le contraste n'est pas extraordinaire. Et à la fin, vous obtenez typiquement quelque chose comme ça. Donc vous avez à la fois, dans ce cas précis, on a fait une sorte de superposition entre ce que l'algorithme avait appris et ce qui avait été annoté à la main par des médecins. Donc ça a été pris dans une base de données de compétition pour voir un petit peu entre les deux. Donc il y a les deux choses. Il y a d'un côté sur ce cas-là, j'ai pas de base de données pour faire déjà toute prête pour faire du machine learning. Après tout, je peux annoter des portions, apprendre sur le peu que j'ai annoté et après aller vérifier si oui ou non je suis satisfait du résultat et donner quelque chose comme ça. L'avantage, c'est que c'est relativement rapide. Là où il faudrait se balader en Z, couche par couche, pour essayer d'annoter, s'il y avait à faire ça, bêtement, la réalité virtuelle et un peu de travail sur la représentation fait qu'on peut rapidement annoter et faire ce travail-là. Après, la petite difficulté, c'est qu'on ne peut pas faire du calcul sur un ordinateur qui fait de la réalité virtuelle, tellement c'est demandant. Donc, on a fait un petit développement qui fait que quand on a des calculs compliqués, ils sont envoyés sur le cloud. Ça calcule comme ça, l'opérateur ne perd pas de fluidité dans son interaction. Et dès que le calcul est fini, il est réintégré à l'intérieur du logiciel. Et on peut encore améliorer ça. Alors là, parce que la réalité, c'est que pour être précis, pour être plus précis, alors si je demande dans le laboratoire à Charlotte de faire des choses et d'annoter en réalité virtuelle, elle va y arriver. Le reste de l'humanité, c'est quand même relativement difficile de faire des choses précises en réalité virtuelle, ou tout du moins pour le moment. Donc, on a commencé à développer un truc un peu plus complet pour à la fois pour nous réussir à faire des bases de données sur les sujets qui nous intéressent beaucoup plus vite, mais aussi dans le cas de correction d'anomalies qui auraient été faites sur des données médicales pour que des médecins puissent les faire rapidement, en ajoutant dans la boucle de tout ça une application sur tablette, parce que c'est quand même beaucoup plus facile de crayonner avec un stylet sur une petite tablette comme si on faisait du dessin que de jouer avec une manette en 3D de ça. Pour pas vous faire le plan complet, ce qu'on peut rajouter, c'est certaines méthodes de machine learning qui sont non supervisées, c'est-à-dire au lieu d'avoir à annoter la base de données complète, on laisse un code faire jouer avec des données brutes. Il en réussit à en tirer un certain type de connaissances et après on mélange des annotations faites par des humains avec ces connaissances pour que ça aille encore plus vite. La partie intéressante étant que maintenant, tout particulièrement pour les fœtus que je vous ai montrés, ce qu'on va faire, c'est aller vérifier en réalité virtuelle où il y a des soucis sur la première version par exemple, de ce qui a été appris. On va mettre par exemple des landmarks, des petits points à certains endroits pour dire là il y a un trou, là il y a un trou, et les experts peuvent corriger après directement sur la tablette en 2D, ne serait-ce que parce que leur ayant indiqué un endroit où il y a une anomalie, c'est beaucoup plus facile après de compléter, ne serait-ce parce qu'ils complètent plus avec de la connaissance que parce que quelque chose qu'on voit réellement sur l'image. Et là c'est pareil, on atteint vite nous nos limites dans ce qu'on peut faire. Finalement ce bazar-là, ça se fait relativement pas trop mal maintenant. Il faudra démontrer que ça sert vraiment à quelque chose, mais c'est quand même pas trop mal. Donc typiquement, je vous montre la version d'avant et après vous obtenez quelque chose comme ça. Donc, bêtement, on fait ça. Il y a une partie qui a été apprise par self-supervised dans ce cas-là. Il y a aussi une partie qui, après, qui est remplie par le fait que, comme on a vu l'un dans l'autre, on finit par assez facilement remplir. C'est pas que c'est particulièrement plus intelligent, c'est qu'à partir du moment où on peut indiquer où il y a des anomalies, les médecins eux-mêmes savent corriger ça tout seul. Et on peut même, dans certains cas, quand par exemple les premières versions des codes en général font sensiblement n'importe quoi, en VR on peut éliminer les grosses absurdités. Donc typiquement, par exemple pour les ventricules du cerveau, au début on obtenait quelque chose comme ça, il y a des trucs partout qui correspondent à rien. Là par contre en réalité virtuelle, c'est facile de faire 3 gestes de la manette, d'éliminer vite ce qui est absurde. C'est pareil, ça paraît bête, hein, mais ça évite de passer des mois entiers à essayer d'assembler ces bases de données et de réduire ça à quelques jours, quoi. Ça reste quand même pénible, hein, faudrait pas. Voilà. Donc voilà un peu le principe général, c'est-à-dire que ce soit pour nous, pour des affaires de machine learning pour améliorer, ou que pour comment ça s'appelle, réellement agir de manière sur une opération, il y a quand même cette idée qu'on peut d'un côté faire du rendu de qualité à partir d'images brutes, de l'autre côté utiliser du machine learning et corriger, aller vérifier pour toutes les structures d'intérêt si oui ou non le ou les chirurgiens sont d'accord avec ce qu'ils voient, corriger s'il y a besoin et derrière pouvoir après prendre des décisions, faire des simulations s'il y a besoin ou des choses comme ça. Simulation au sens simulation de l'opération ou simulation si vous avez segmenté quelque chose et que vous voulez savoir si le flux va résister, des choses comme ça. Parce qu'après, ça devient des vrais objets sur lesquels vous pouvez simuler. L'étape d'après, c'est le rendu dit photoréaliste. Les images que je vous ai montrées avant sont plutôt quand même assez jolies, c'est-à-dire qu'on peut quand même faire un certain travail. Après, elles ont une particularité, c'est qu'elles ne ressemblent pas vraiment à un corps humain. On met des couleurs vives, des choses comme ça. Ça peut être utile pour certaines choses. Il s'avère que nous, on a fait beaucoup de travail sur ce qui était les fonctions de transfert, comment rendre les choses avec un bon contraste et tout. Mais à l'origine, la technique de rendu qu'on utilise, elle est relativement nunuche. C'est-à-dire c'est du raycasting, ça va vite. C'est une sorte d'approximation de l'optique un peu bêta-sous. On prend les rayons, ils vont tout droit, on se contente de calculer l'absorption et c'est tout. On pourrait évidemment faire de l'optique de manière un peu plus complexe. La diffusion, la diffraction, la pénétration du rayon et tout comme ça. Le calcul devient de plus en plus lourd. Donc après, c'est un jeu à quel point je peux rendre mon calcul compliqué d'un côté et toujours faire le calcul vite sur l'ordinateur de l'autre. Donc ça, c'est typiquement ce que vous voyez sur le système d'avant. Et je vous remonte ma fille une deuxième fois parce que, après tout, pourquoi pas. Et
Et là, c'est du calcul plutôt photoréaliste. C'est-à-dire que vous voyez une des couches du cerveau fait en IRM, et là, je vous montre une partie du logiciel. Alors là, il ne marche pas encore en réalité virtuelle, et vous le voyez en train de faire un rendu dit photoréaliste. Donc le rendu, vous voyez comme l'image est quand même pas tip-top en IRM, et là, vous voyez comme une image qui a une certaine qualité. Vous voyez aussi ces aberrations. Vous voyez très bien que toutes les directions ne sont pas ont pas la même résolution et tout, mais vous pouvez obtenir quelque chose qui est à la fois plus réaliste, manipulable. La partie pour laquelle vous pouvez trouver techniquement c'est sympathique, c'est que vous voyez quand ça bouge, vous voyez la résolution diminuer légèrement et ça revient très vite à la très bonne résolution. Ça reste un travail assez impressionnant de Thomas Blanc, donc un de nos ingénieurs avec Bassam, qui est un collaborateur à l'Institut Curie, qui a réussi à optimiser ça au point que très très rapidement on arrive à avoir ce rendu de qualité. Donc on a tout un travail maintenant à se dire à quel point on peut à la fois faire le traitement, la fusion, mais aussi rendre les images le plus proches possible de ce que le chirurgien ou chirurgienne voudrait voir dans l'image. Certains sont très ravis avec des trucs qui sont bleus, rouges, violets, toutes les couleurs, très bien, et d'autres, souhaiteraient avoir quelque chose d'un tout petit peu plus proche de l'apparence des organes, bêtement certaines couleurs types et des choses comme ça. Donc finalement, c'est un travail sur ça et sur un rendu qui est quand même de meilleure qualité. Et je vais converger. Donc pour conclure, notre vague intuition pour tout ça, c'est que on a quand même de toute façon obligation d'avoir du rendu de qualité pour ne serait-ce qu'aller vérifier les méthodes de machine learning et le traitement, parce que si les progrès restent majeurs et massifs et à une vitesse qui reste impressionnante, on n'entraîne pas sur des critères médicaux, on entraîne sur des critères mathématiques généraux de distance minimum entre images et de choses comme ça. Donc la vérification qui n'est pas une structure importante qui a été ratée est importante. De la même manière, les bases de données sont quand même constituées avec des images qu'on qualifiera de jolies. C'est-à-dire ce sont des personnes qui sont malades, mais qui globalement sont en bonne santé sinon ça. C'est pas comme si on avait des images de foie avec des vieux cirrhotiques où grosso modo ça fuit de tous les côtés, le rapport signal sur bruit est atroce et tout. Donc il y a aussi ce côté-là, c'est-à-dire quand il y a des vraies données, le traitement marche quand même autrement, moins bien, quoi. Clairement, au moins pour ça, la VR doit pouvoir servir à quelque chose. Le fait de rentrer vite, de pouvoir interagir, de quand même pouvoir faire du gros calcul, ça ne sert pas que de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle où on rentre dedans comme ça, on fait quand même les choses relativement rapidement et on peut voir un certain nombre de choses. Et si c'est trop compliqué à faire, les actions après en VR, juste pouvoir dire, bah là, il y a un souci. Et après, n'importe qui peut prendre un téléphone ou une tablette et corriger ce qui ne lui va pas, quoi. Il faudra améliorer les représentations fusionnées et surtout voir comment on peut faire au mieux pour améliorer différents types d'informations au même endroit. Je vous fais comme un petit truc qui a été fait récemment. Donc là, je vous ai montré ce qu'on faisait au laboratoire pour des cas particuliers. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble le rendu avancé donc dans la petite spin-off du laboratoire. Donc comme vous voyez, on a quand même fait quelques progrès dans quelque chose qui paraît semi-réaliste et pas trop mal. Et c'est pareil, c'est du calcul qui tourne sensiblement en temps réel. Pas encore en VR, mais si tout se passe bien, ça devrait tourner et en VR et sur le cloud. En étant vachement optimiste. Mais moi, j'ai fait des trucs comme ça. Non. Et donc, ça. Mais il y a encore énormément de travail pour être vraiment utile. Donc là, je vous montre les cas sur lesquels on se casse la tête. Donc ça, c'est avec Laurent Salomon avec la Fondation Lumière. Donc oui, c'est de toutes les images d'imagerie que je vous ai montrées, à l'exception de la compétition FETA, viennent de chez eux. Et là, c'est du syndrome transfuseur-transfusé chez le fœtus. Et donc, vous voyez les débuts où on tente de traiter automatiquement, d'avoir les fœtus, d'avoir les choses comme ça. Donc, il y a des choses qui sont pas mal. Ça, c'est avant qu'on ait corrigé. Mais après, vous voyez, par exemple, en rouge, c'est censé être les cordons. Donc, le classifieur est quand même pas top. Mais bon, après, on peut corriger à la main. Donc, l'idée, c'est quand même d'améliorer pour des choses comme ça. Après, c'est des images qui sont vraiment, comme vous pouvez le voir, quoi, la résolution est basse et tout. Mais l'idée, c'est qu'on a quand même l'idée qu'on pourrait essayer de préparer la meilleure façon d'aborder les anastomoses grâce à ce genre de système-là, parce qu'on pourrait avoir et l'angle et le point d'entrée optimal. Là, on serait sûr de croiser aucun fœtus et de pas percer quelque chose. Donc, ça, quand même, ça progresse un petit peu. Et sur ces bonnes paroles, je vous remercie de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions. Merci beaucoup. Une question d'Albert Benamou, président de l'Académie. Oui, il me semble avoir compris quelque chose qui va de pouvoir vous affranchir finalement grâce au système algorithmique dont vous parlez en réalité virtuelle, de l'accumulation des big data, puisque vous partez d'un processus sur lequel vous pouvez interagir et qui, grâce au système intelligent qui est derrière, vous pouvez reconstruire par exemple une tumeur que vous avez montré tout à l'heure. Donc ça, c'est une avancée par rapport à ce qui est habituellement associé à l'IA, c'est-à-dire Big Data d'abord pour avoir un système algorithmique qui exploite. Or là, on peut apparemment donc la mémoire finalement sur laquelle on fonctionne, c'est laquelle exactement? Alors, si vous utilisez comme du machine learning dedans, il y a quelque part eu du big data derrière. Mais effectivement, il n'y en a pas besoin dessus pour faire quelque chose. S'il y a besoin de faire le rendu ou des choses comme ça, effectivement, c'est juste l'image qu'il y a dessus. Donc, c'est parce que c'est vraiment de la simulation. On se contente de simuler la lumière à l'intérieur. Après, on peut apprendre des filtres et là, on est un peu à la frontière. On n'a pas besoin en général de big data, mais s'il y a eu un peu de données, on a pu entraîner des gammes de valeurs qui peuvent être faites. Après, on laisse aux chirurgiens la main pour rechanger s'ils ont besoin de faire entre les deux. À la fin, ce sera la fusion de tout ça qui marchera relativement bien. Mais par contre, effectivement, on n'est pas
Autant côté startup, ils sont intéressés par le cloud pour plein de raisons aussi, de choses, comment ça s'appelle, de façon d'opérer, de choses comme ça. Par contre, la manière dont ça fonctionne dans un hôpital, ça peut être standalone, quoi. C'est-à-dire, vous avez votre ordinateur comme celui-là, bon, pas un Mac parce que ça marche pas sur Mac, mais et ça fonctionne directement localement. Pas besoin de connexion Internet et pas besoin du cloud pour faire quelque chose. Un exemple en matière de diagnostic de maladies génétiques relativement rare, à partir de l'analyse faciale d'un par exemple, qui peut présenter une pathologie que le médecin spécialiste va avoir du mal à identifier. Donc on accumule, je connais ça s'appelle Gestalt, quelque chose, c'est un programme allemand, 17 000 images sont analysées par un système algorithmique qui va faire que finalement 200 diagnostics de maladies rares vont être performés par le système d'intelligence artificielle avec un taux de fiabilité et de performance de l'ordre de 94-95%. Donc c'est incroyable parce que ça veut dire qu'une accumulation de relativement petit nombre de data votre présentation m'a fait penser à ça. C'est vraiment amusant parce que c'est vraiment une des belles, comment ça s'appelle quand j'ai rencontré Laurent Salomon dans un cadre plus privé pour des questions de grossesse et comme ça, c'est lui qui a eu cette idée. Il nous a dit exactement la même chose. Si on pouvait revenir sur le fœtus de plus en plus jeune, on aimerait bien savoir si les anomalies morphologiques, on ne pourrait pas les imager en IRM. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble, reconstituer le visage du fœtus et voir jusqu'à quand on pourrait faire les choses comme ça. Donc après, je voudrais vous embêter pour savoir exactement. Je ne connaissais pas ce programme-là, ça m'intéresse beaucoup. Mais ça, et donc justement, un de nos programmes, c'est ça. C'est qu'on essaye de faire du rendu. Je ne connais rien, simplement j'ai vu que ça avait l'air d'être nous, alors, un des trucs dont on essaye de faire la version sans machine learning, c'est ça. C'est-à-dire juste, on va faire le rendu suffisamment bien du visage fœtal. Et la question, c'est est-ce que le praticien peut déjà, à partir d'un rendu qui serait relativement réaliste, diviser la partie IRM, déjà faire le diagnostic lui-même et après se dire jusqu'où on peut revenir en là, vous allez voir le diagnostic anténatal sur le fœtus. Voilà. Là, les images dont je vous parle, c'est des images d'enfants en bas âge, des bébés. Des jeux, c'est d'essayer d'aller donc ça veut dire, si vous allez avant, c'est encore mieux, parce que vous allez peut-être prévenir. On a commencé, hein, c'est pas... L'espoir, c'est ça, et qu'après, on essaie de voir s'il faut mieux faire le rendu et essayer de faire du machine learning sur notre rendu, en disant que comme il est de meilleure qualité, est-ce qu'on peut apprendre quelque chose, ou si on essaie de faire un peu de machine learning d'un côté pour nettoyer l'image et le rendu derrière. Ça vient juste de commencer, donc je n'ai pas de choses sympas encore à vous montrer. Pas de choses sûres en tout cas. Est-ce que vous avez des questions? Merci pour la présentation, c'était super. J'ai une question. Là, on parle de volume rendering. Est-ce qu'on peut aussi vous utiliser les data avec du machine learning pour du diagnostic comme de la radiomique, regarder la tumeur, l'environnement tumoral pour avoir des facteurs pronostiques? Alors, on nous demande deux choses. Comment ça s'appelle vu la manière dont ça transforme les images, c'est pas comme si on peut faire de la radiomique juste en ayant modifié l'image par nos méthodes. Après, oui, on essaie de cumuler les trois. C'est-à-dire, dans certains cas, ça va être dans un cas, on travaille sur des affaires de problèmes articulaires et ils veulent savoir si l'os est suffisamment dense, par exemple, pour supporter. Après, je ne vais pas y connaître assez. Donc, le type de vis, j'imagine, ou les trucs à planter dedans. Donc, oui, on essaye après de coupler ça avec la radiomique d'un côté, l'image brute de l'autre et la segmentation pour voir, entre guillemets, où est-ce qu'on va mettre les points d'attache. Donc, a priori, oui. Oui. Est-ce que vous avez comparé les résultats de vos images traitées avec l'IRM fonctionnel et l'ultrason ultra rapide actuellement? Alors, ça, c'est pas comparable parce que ça fait vraiment pas la même chose. Fusionner de l'ultrason et de l'IRM, du rendu d'ultrason, on essaye. C'est pas fusionné, hein? Non, mais en général, ce que nous demandent les gens, alors comme c'est pas le même type d'imagerie, ça voit pas la même chose. Donc l'imagerie fonctionnelle, c'est juste pas les mêmes types de. Qu'est-ce que vous appelez par la même chose? C'est pas les mêmes propriétés des tissus qui vont être extraits. Moi, je modifie l'image. Oui, parce que vous extrayez par des images. Et quand vous utilisez de l'ultrason ultra rapide ou une IRM fonctionnelle, c'est plus des virtuels, vous êtes en réel. Tout à fait. Mais c'est la nature de ce qui est extrait, c'est plus la même propriété. Mais il n'y a plus besoin d'extraire là. Vous avez les images. Si, ça reste une image. Ça reste une représentation avec des pixels et des fonctions. Mais vous pouvez l'avoir en 3D avec la vascularisation. Alors, dans ces cas-là, par exemple, on peut pas faire ça juste à partir d'une image statique IRM parce que l'information n'existe pas. Si c'est de l'IRM fonctionnel ou de l'ultrason ultra rapide, par contre, on peut nous fusionner les données qui ont été de l'un par rapport à l'autre. En général, la question, c'est plutôt comment je récupère, par exemple, un ultrason de fœtus, un IRM, et j'essaie de caler l'un sur l'autre. Sur le fœtus, c'est à part, mais en dehors du fœtus, vous avez actuellement, par les moyens modernes, un IRM fonctionnel
ou l'ultrason ultra rapide, des images qui sont tout à fait comparables aux vôtres, sans avoir de logiciel complémentaire, sauf ceux qui sont déjà dans la machine. Mais là, ils ne sont vraiment pas comparables parce que je ne montre vraiment pas la même chose. Moi, ce que vous voyez là, c'est des couleurs artificielles et c'est l'algorithme qui choisit tout seul comment il représente. Dans le sens, c'est vraiment de l'information en plus qu'il y a là-dedans. Que ce soit l'ultrason ultra rapide ou le fonctionnel, ça va pas tester les mêmes propriétés de la matière que l'IRM statique ou l'ultrason, disons, classique. Donc, les informations sont pas dans vous pouvez avoir la densité des éléments. Pourquoi vous dites que vous n'obtenez pas la même chose? Parce vous avez toute la qualité des tissus que vous donnent ces machines. Parce que l'IRM fonctionnel, par exemple, et l'IRM statique, c'est pas le même mode d'utilisation du champ magnétique. Et donc, ça sonde pas du tout les mêmes propriétés de la matière. Donc, les deux images sont profondément différentes. Il n'y a pas la même information dans l'un et l'autre. Pas en ultrason ultra rapide. Ultrason ultra rapide, comment ça s'appelle? C'est autre chose. C'est comme c'est de l'acoustique. Il faut bien que je récupère. Oui. Mais donc, je peux pas tirer d'une image statique optique ou IRM ou scanner des propriétés qui auraient été tirées par de l'acoustique. Ça sonde quelque chose de différent. Donc, peut-être que le jeu de couleurs est trompeur et donne l'impression que je tire des choses qui ont des apparences qui seraient les mêmes et des choses comme ça, mais il n'y a pas la même information. Donc, clairement, non, notre système ne fait pas du tout ça. Je peux pas deviner ce genre d'informations à partir des images. Il faut qu'elles aient été acquises d'une manière ou d'une autre. Après, ça représente ou analyse suivant ce qu'on fait. Le fantasme des radiologues, ça a toujours été de faire les diagnostics. Vous nous avez montré des coupes là qui sont extrêmement précises. La question, c'est quand est-ce qu'on va voir arriver le pixel histologique? Le problème, c'est que ce sera plutôt par du machine learning. C'est-à-dire que ce qu'on peut finir par réussir à apprendre, c'est à force d'avoir des bases de données immenses d'imagerie d'un côté, des bases, après disto, de choses qui ont été découpées, essayer de lier l'un à l'autre d'un point de vue imagerie comme ça. Ce sera vraiment par du traitement de données. Il n'y aura rien qui sera purement optique. Oui, exactement. C'est ça. Il faut qu'il y ait quelque chose apporte une information en plus pour pouvoir lier l'un à l'autre. Ça ne peut pas suffire. Non, c'est pas sûr. Moi, je ne crois pas et je ne saurais pas le faire. Est-ce que vous avez une question? Merci beaucoup. Vous avez pas filé le job, on attend. Merci beaucoup. Merci.